Alors Antoine Grandénon a été amené à l'Académie par Maya Paulin, c'est donc sa marraine, et il a été accepté, admis par notre Assemblée Générale de novembre dernier comme membre correspondant. Mais nous n'avions pas encore eu l'occasion de le présenter, même s'il est venu déjà à plusieurs séances. Donc c'est l'occasion aujourd'hui, avec cette première communication, de vous présenter Antoine Grandénon. Alors, encore une biographie, un curriculum vitae très impressionnant. Moi qui ne suis pas du tout de cette formation, j'espère ne pas dire de bêtises, mais enfin je vais m'appuyer sur les papiers qui m'ont été communiqués. Donc Antoine Grandénon a une multiple formation, il a fait des classes préparatoires, il est devenu ingénieur agronome de l'INA Paris-Grignon, puis ingénieur du génie rural des eaux, enfin il a été formé comme ingénieur du génie rural des eaux et forêts, et il est devenu, en 1985, docteur en automatique. Alors l'automatique, c'est une science qui traite de la modélisation, de l'analyse, de l'identification et de la commande des systèmes dynamiques. Je vois que tu fronces, j'espère qu'il n'est pas... Non, je m'instruis. Bon. Voilà, tu reparcours au fond. Voilà. Très bien. Alors après cette formation, il a occupé de plusieurs postes, chercheur et directeur de projet en automatique, qui l'ont conduit d'ailleurs aux États-Unis, ensuite chargé de mission à la Compagnie Générale des Eaux, ensuite directeur du service d'aide aux collectivités de la direction de l'agriculture du Gard, il se rapproche d'ici, hein, et puis ensuite, voilà, je ne sais pas que je me trompe, professeur et directeur de recherche à l'École nationale du génie rural des eaux et forêts, AgroParisTech, directeur général de service public de l'année 2000, chargé de mission au secrétaire général du ministère de l'Agriculture, et aujourd'hui il est consultant et enseignant, enseignement au sein de la chaire Eau pour tous d'AgroParis. Voilà. Et il dirige une petite société qui s'appelle la Comet, l'analyse Comet, METH, analyse technique et financière du service public. Et il se déplace encore beaucoup, puisque dernièrement tu étais à Gazan, je crois. Et j'y retourne dans 15 jours. Voilà. Donc l'eau étant un sujet très important de ta formation, gestion des services d'eau et d'assainissement. Voilà, nous sommes très honorés d'avoir une telle compétence au sein de notre académie. Et donc aujourd'hui, tu m'as dit d'ailleurs, quand tu préparais cet exposé, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire un exposé qui ne s'enracine pas dans mes compétences, mais je pense que ça sera un exposé très intéressant aussi. Donc vous avez le titre ici, du Capitole à la roche tarpéienne, destin croisé de Jacques Coeur et Carlos Ghosn. Si j'ai dit quelques bêtises ou quelques omissions, je te prie, Antoine, de rectifier, sinon, bien, tu as la parole. Merci beaucoup, Jean-François, et merci pour cette présentation élogieuse, certainement exagérée. Moi, je voudrais dire que je suis très, très honoré, fier, parce que c'est la première fois que je parle devant une assemblée aussi respectable que la vôtre, et puis c'est la première fois que je ne parle pas de mon métier. Et ça me fait plaisir, c'est une libération personnelle. J'ai attendu 62 ans pour ça. Merci infiniment à Maya et à André qui m'ont parrainé vers vous. Alors je connaissais bien sûr l'Académie des Hauts-Cantons, parce que j'étais très ami avec Maurice Castagnier, et que j'ai vu pendant 30 ans, enfin pas tout à fait 30 ans puisqu'il est mort il y a 5 ans, et qui me parlait de l'Académie des Hauts-Cantons, et j'avais l'impression que c'était un summum inaccessible, que jamais, qu'il y avait que des gens très très littéraires, très très cultivés, que jamais je ne pourrais avoir accès, moi petit technicien, à ces sphères. Et puis me voilà, grâce à vous, et donc je suis très fier, très honoré de pouvoir parler devant vous. Alors j'ai choisi un sujet qui n'a rien à voir avec ce que je connais, et c'est ça que je trouve amusant, c'est de la liberté que vous nous offrez de parler d'autre chose. D'habitude je parle de gestion de services publics, d'eau, d'assainissement et évidemment de finances publiques et d'analyse financière. Et là on va un petit peu parler d'analyse financière, mais pas beaucoup, mais on va surtout raconter la vie de deux personnes étranges, dont l'une n'a pas tout à fait terminé de nous étonner, j'espère, et puis il m'a semblé qu'il y avait quelque chose
de plus généralisable, il y avait un petit sens à trouver. Et c'est ça que j'ai trouvé ça romantique, et j'ai envie de vous faire partager l'intérêt que j'ai porté à ces deux personnages et plus généralement au destin qu'ils représentent. Alors le thème de la chute, très illustré dans la mythologie. Icare a voulu s'approcher du soleil, Prométhée a volé le feu de l'Olympe et Sisyphe a défié la mort, a défié Thanatos et trompé Thanatos. Et chaque fois que l'homme veut sortir de son environnement social, s'approcher du ciel et rivaliser avec les dieux, il est puni. Et alors nous allons voir que cette prophétie grecque s'est déroulée jusqu'aujourd'hui et elle est pleine d'enseignements sur notre devenir. Alors nous on est un peu protégés parce que l'essentiel de ce que nous devions faire, nous l'avons déjà fait avec nos âges, mais ça nous permettra de faire la leçon aux jeunes impatients et ambitieux. Alors, c'est une source féconde de la littérature et du cinéma, ça a fasciné des tas d'auteurs, notamment au XIXe siècle, avec ou sans rédemption. Alors, par exemple, le Comte de Monte Cristo, c'est une rédemption, mais Balzac, Zola nous montrent des destins comme ça. Et puis, alors, on l'a beaucoup au cinéma, notamment Citizen Kane, évidemment, mais Martin Scorsese est devenu un spécialiste de la chute, qu'il a illustré dans Casino, qu'il a illustré dans le Loup des steppes. Et puis on a aussi Brian De Palma avec Le bûcher des vanités. Mais enfin, c'est des petits exemples, et je suis sûr que vous en trouvez des tas d'autres. Le thème de la chute de l'ambition, du succès et de la chute brutale ou du déclin est merveilleusement illustré à plein de fois et plein d'enseignements. Alors, nous, on va uniquement s'intéresser à Jacques Coeur, visionnaire encensé par ses biographes, et Carlos Ghosn, millionnaire maudit par l'opinion. On va essayer de comprendre pourquoi deux personnages qui, au final, vous allez voir, ne sont pas si différents l'un de l'autre, ont aujourd'hui des perceptions aussi différentes dans l'opinion publique. Parce que tout le monde dit du bien de Jacques Coeur, et il suffit d'ouvrir la télévision pour voir que Carlos Ghosn, les avis sont nuancés. Alors, Jacques Coeur est né en 1400, à Bourges. Son père était pelletier. Alors, c'est pas qu'il faisait des pelles, c'est le pelletier, c'est celui qui faisait des peaux et qui vendait des peaux et des fourrures. Et comme Bourges était la capitale du Berry et que le duc de Berry était quelqu'un qui aimait le luxe, le père de Jacques Coeur a vendu des peaux et des fourrures, surtout des fourrures, au duc de Berry, puis après à Charles VII qui s'est installé à Bourges, après le traité de Troyes où il était chassé de Paris. Et ainsi Jacques, il a été initié au commerce. Il a été initié au commerce international parce que il y avait des gens qui venaient de Russie, il y avait des gens qui venaient de Scandinavie dans la boutique pour vendre leurs peaux de zibeline, d'ours, etc. Et donc cette maison à Bourges où ils se sont installés quand Jacques Coeur avait 9 ans, est devenu le centre d'échange avec les grossistes, d'échanges internationaux, multilingues, et ça a donné probablement l'idée à Jacques Coeur, parmi ses 3 frères, de reprendre ce métier-là. Et alors, en 1432, Jacques Coeur, il prend conscience que le commerce international maritime, c'est la seule source de grand profit. Il faut arrêter d'être local, il faut être international, et il faut faire, en gros, il y avait un modèle, faire comme les Italiens. Alors, il décide d'aller voir sur place, et il va en Orient. Il va à Alexandrie d'abord, puis à Beyrouth, puis à Damas, puis il revient par Chypre, et pour voir qui vend quoi, sachant que l'Orient, c'était l'arrivée des caravanes de la route de la soie, pour faire simple, chargées de trésors, d'épices, etc. Et en effet, grâce au progrès de la navigation, alors la voile triangulaire, qu'on appelle la voile latine, qui permet pas de remonter le vent, mais d'avancer avec le vent perpendiculaire, qui avait été inventé par les Byzantins, mais que les Italiens, et particulièrement les Vénitiens, ont repris et développé. Grâce au gouvernail des Tambours, la navigation a fait des progrès considérables au XIVe siècle, au XIIIe, XIVe siècle. Et Gênes et Venise, en rivalité l'une avec l'autre, parfois en guerre entre elles, ont acquis un quasi-monopole du commerce en Méditerranée et réalisé les fortunes colossales qui font, alors Gênes non, mais Venise oui. Venise s'est fait avec l'argent du commerce. Alors en France, les croisades ont développé le goût de l'Orient, le goût mystérieux de l'Orient, de ses odeurs, ses épices, ses soieries, son or, son métal. Et donc Jacques Coeur se dit, il y a certainement quelque chose à faire, et il y a certainement, alors bien sûr, traverser la mer, c'est dangereux, et bien sûr, si je traverse, faut pas que j'aille chercher des marchandises, il faut que j'en amène aussi, parce qu'il faut certainement pas faire de transport à vide.
D'autant plus qu'à l'époque, les transports étaient dangereux puisqu'il y avait des pirates, des barbaresques. Alors, en 432 aussi, il crée la Compagnie des Galets de France, qui est une compagnie commerciale qu'il installe à Montpellier, rue Jacques-Cœur, pour ceux qui connaissent, juste derrière la Comédie. Il loue d'abord des bateaux, puis après il en fabrique 7 bateaux, et il s'installe sur les ports de Latte et d'Aigues-Mortes. Alors pourquoi Montpellier? Parce que Montpellier possédait un avantage donné par le pape 100 ans plus tôt, de pouvoir commercer avec les Mahométans, avec les infidèles, avec les musulmans, alors que c'était interdit dans tout le reste de la Méditerranée, tout le reste des pays chrétiens. Et Montpellier avait droit à 6 nefs absoutes, on appelait ça le privilège des nefs absoutes, de pouvoir aller commercer avec Alexandrie, Damas, Beyrouth. Alors, les rameurs, c'est des gens qui sont très bien payés parce que c'est difficile de ramer. Alors, c'était des bateaux à rame et à voile. Et avec toujours ce qu'on appelait le château pour que les rameurs puissent se transformer en archers et se protéger derrière les balustrades pour réattaquer les bateaux s'ils étaient attaqués par des pirates. Donc, les traversées étaient quand même parfois mouvementées. Alors, les rameurs sont très bien payés. Souvent, c'est des gens qui sortent de prison, donc on leur dit voilà, c'est ça ou rien. Quelquefois, c'est des gens qu'on a récupérés dans les tavernes le samedi soir et qui se retrouvent le lendemain matin sur un banc de rame sans très bien savoir ce qui s'est passé dans la nuit. Et puis après, les galets qui sont devenus après les galères, c'était le moyen d'utiliser les SDF. Parce qu'à l'époque, comme c'était la guerre de 100 ans, il y avait beaucoup de militaires qui étaient plus payés, puisque la guerre de 100 ans, c'était des petits épisodes par-ci par-là. Alors, entre les batailles, entre les campagnes, les mercenaires n'étaient plus payés. Alors, ils se transformaient en ce qu'on appelait les écorcheurs ou les grandes compagnies, et ils semaient la terreur dans les campagnes. Donc, il fallait se débarrasser de ces gens-là, qui étaient une plaie absolue. Et alors, Charles VII a proposé à Jacques Cœur de les mettre sur les galères, donc on les envoyait en Orient, et puis ça les occupait. Et comme ça, les paysans les avaient pas sur le dos pour leur chauffer les pieds. Et alors, Jacques Cœur a sauté sur l'occasion et s'est fait payer ses rameurs par l'État. Donc, il touchait une forme de RSA à condition d'être sur les galères. Jacques Cœur exporte des draps, des fourrures, il connaît bien, des robes, des pèlerins qui payent leur trajet pour aller à Jérusalem. Et puis, il ramène des soieries, des tapis, des parfums, des perles, des porcelaines et des chevaux et tout ce qu'il trouve. Et voilà l'hôtel des Trésoriers de France à Montpellier, où a habité Jacques Cœur et où il a installé tous ses bureaux, et notamment son adjoint Jean de Village, qui deviendra montpelliérain et que nous retrouverons à la fin de l'histoire, parce que c'est mon ancêtre. Et Jacques Cœur multiplie les activités. Il ramène des Milanais, des Italiens qui savent faire des armes, il les installe à Tours pour faire des cuirasses, des armes. Évidemment, vendre des armes à la cour, mais aussi vendre des armes et des belles armures en Orient. Il fait fabriquer des draps à Bourges, il investit dans des soieries à Florence, il obtient le droit de fabriquer de la soie à Florence, il achète un moulin à papier près de Lyon, pressentant que l'imprimerie va exploser et que il faudra bien mettre de l'encre sur quelque chose, donc sur du papier. Il monte des teintureries à Montpellier et il fait construire la fontaine Putanelle sur le Verdançon. Et puis il prend des concessions de mines, des vieilles mines abandonnées à l'époque romaine, à côté de Lyon, qui sont des mines de cuivre et des mines d'argent, et il monte ça en participation, et il fait tourner ces mines au maximum, parce qu'il a trouvé un truc, c'est que l'argent en France vaut beaucoup, beaucoup moins que l'or, mais en Orient, l'or vaut autant que l'argent, parce qu'il y a peu d'argent en termes de métal en Orient, et par contre, ils ont beaucoup d'or. Alors Jacques Cœur rachète de l'argent avec sa compagnie des galets, il rachète à sa compagnie des mines, pas cher, et puis il l'échange contre de l'or en Orient. Donc en France, l'argent c'était 1/12 du prix de l'or, en Orient c'était à parité. Donc il faisait 11 fois un bénéfice de 11 fois. Alors il semble que l'argent était fondu en vaisselle, alors là on a des témoignages notamment de Jean de Village, au moment du procès. L'argent était fondu sous forme de vaisselle, transporté à Rhodes. À Rhodes, on refondait la vaisselle une deuxième fois et on en faisait des lingots. Ils avaient un tampon qui ressemblait beaucoup
à la fleur de lys, mais en fait c'était un trèfle. Mais on les a accusés d'avoir utilisé le tampon royal, ce qui était strictement interdit. Et puis une fois sous forme de lingots, c'était revendu à Alexandrie ou à Damas. Et c'est sans doute ce commerce du métal et des monnaies qui a fait l'essentiel de la fortune de Jacques Coeur, qui a été, comme chacun sait, colossal, Carlos Ghosn étant un tout petit joueur par rapport à Jacques Coeur. À partir de 440, Jacques Coeur développe des activités financières, donc il investit, et il prend des participations dans des tas de sociétés. Il achète des affermages de marques d'État, qui sont des affermages de droits de douane. Toute la fiscalité était gérée par affermage, parce que le souverain ou l'autorité ou le Parlement voulait l'argent tout de suite, donc l'autorité vendait un affermage, se faisait immédiatement payer, et puis celui qui avait contracté, après il allait se faire payer sur la bête. C'est comme ça que Nicolas Fouquet a fait fortune. Il a financé, il a investi dans l'affermage des rançons des prisonniers anglais. Le prisonnier anglais était une valeur marchande, d'ailleurs tout prisonnier. Les Anglais ont fait bien pareil, d'ailleurs même beaucoup plus, puisque Jean le Bon, ça a coûté tout le trésor royal. On a même dû éditer des monnaies pour faire libérer Jean le Bon. Et donc avec Dunois, c'est le compagnon de Jeanne d'Arc. Et celui qu'on appelait le bâtard d'Orléans, parce qu'en fait c'était un fils du duc d'Orléans. Et donc il a investi là-dedans, il a organisé des foires, notamment la foire de Pézenas, des tas de foires dans le Languedoc, et puis il a racheté le transport de sel. Dans le transport de sel, ça rapportait beaucoup, parce qu'en plus il y avait la gabelle, le sel avait beaucoup de valeur. Parallèlement à cette carrière commerciale et financière, il est chargé par le roi Charles VII d'une multitude de fonctions qui sont dans de la haute sphère financière. À partir de 36, il est maître de l'hôtel des monnaies de Paris. Alors Paris est repris par le roi en 1436 après le départ des Anglais, le départ des Bourguignons. Et puis il fallait réorganiser. La monnaie avait été totalement dévaluée, plus personne n'avait confiance dans la monnaie, et puis en plus la monnaie était anglaise, donc il fallait remplacer la monnaie anglaise par de la monnaie française, et le roi a chargé Jacques Coeur de remettre en place une monnaie dans laquelle les Parisiens puissent avoir confiance, et plus généralement tous les Français pour la partie du royaume. Alors Jacques Coeur réévalue la livre et fait frapper ce qu'on a appelé pendant des siècles et des siècles le gros de Jacques Coeur, qui était une monnaie dont la valeur en argent était fixée et ne pouvait donc pas être dévaluée, parce que la façon de dévaluer les monnaies, c'est qu'on retirait du métal et on finissait par faire de la monnaie de mauvaise aloi, c'est-à-dire la monnaie dans laquelle le taux d'argent ou le taux d'or était bien inférieur à celui qui avait été préconisé au départ. Donc Jacques Coeur, c'est Antoine Pinet au Moyen-Âge. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est bien ça. Trop vite. Ah, je vais trop vite. Ah non. Non. Mais ça, Non. Isa est mon épouse. Tout s'explique. Alors, il est successivement nommé argentier du roi à partir de 38. Alors, l'argentier du roi, c'était l'intendant. C'était l'économat, celui qui gérait l'économat de la cour et du royaume pour les besoins publics. Donc il était chargé de la gestion des finances non pas du royaume mais de la cour. Il leur achetait tout ce dont ils avaient besoin en termes d'armement, nourriture, voyage, transport, toutes les dépenses. Mais c'était assez commode parce que souvent il les achetait pour le roi à sa propre société. Donc il y avait un petit conflit d'intérêts qui n'avait pas été perçu. Et en plus de ça, il a, comme souvent à la cour, il leur montrait des soieries, des étoffes, et ces dames, notamment Marie d'Anjou, la femme délaissée de Charles VII, elle voulait tout acheter, mais elle n'avait pas d'argent, alors Jacques Coeur lui prêtait de l'argent. Donc il est devenu le banquier de la haute noblesse. Et donc, en étant le banquier de la haute noblesse, les gens lui étaient redevables. Mais Jacques Coeur n'avait pas compris que quand les gens sont redevables, souvent ils se mettent à haïr. Et c'est le problème du petit bonheur de la chanson, c'est le problème quand on aide quelqu'un, pour s'en libérer, il est obligé de développer de la hargne et de la haine. Et Jacques Coeur n'avait pas du tout perçu ça.
À partir de 41, il est nommé commissaire royal auprès des États du Languedoc. Alors c'était pas tout à fait le TPG d'aujourd'hui, mais c'était celui qui négociait avec le Parlement du Languedoc, qui était à Toulouse, les impôts. Alors évidemment, tout le monde discute. Bon, on imagine dans quel sens allait la discussion. Et bon, alors il y avait une multitude d'impôts, une multitude de fiscalités, d'autant plus que Charles VII est le premier à avoir instauré une fiscalité stable et durable pour financer l'armée. Jacques Coeur, il a demandé une toute petite indemnité. Alors un commissaire, c'est celui qui touchait des commissions. Hein, le commissaire, c'est pas une fonction qui se définit, mais c'est la rémunération qui définit le terme. Donc normalement, il touchait des commissions, mais il a demandé une toute petite commission. Ils étaient 5 commissaires à faire ça, parce qu'en fait, il se faisait payer sur la dette. Et il touchait ce qu'on appelle aujourd'hui des rétrocommissions, c'est-à-dire chaque fois qu'il obtenait un rabais d'impôt pour le Parlement du Languedoc, il se faisait payer en pourcentage, comme un avocat un avocat américain qui se fait payer en pourcentage de ce qu'il obtient. Donc il faisait l'intermédiaire entre le roi, enfin les services royaux, qui connaissaient évidemment par cœur, et les languedociens, en leur proposant des rabais, des aménagements, des exceptions, des exemptions, comme on a vu pour les retraites, hein, on sait comment ça marche, mais à chaque fois, la CGT devait payer, quoi. Et alors à partir de 42, il est membre du Conseil du Roi. Le Conseil du Roi, c'est l'équivalent du Conseil des ministres, sauf qu'on ne sait pas très bien quel rôle il y a joué, parce qu'on n'a pas beaucoup d'écrits mentionnant son activité là. Et puis en 47, il est nommé, et jusqu'à la fin de son activité, visiteur général des gabelles, ce qui pour lui était assez commode, puisqu'il possédait le transport du sel. Donc il savait exactement combien il en transportait, combien il en vendait, comme il percevait la gabelle. Et alors ça lui permettait d'ajuster les comptes, de payer tout ça. Et donc Jacques Coeur s'est trouvé au centre d'un réseau où il y avait énormément de gens qui dépendaient de lui, tant du secteur commercial, ou commerçant, que du secteur public. Et il est vraisemblable qu'il avait un réseau, mais hallucinant, et une audace, un culot inimaginable. La fortune de Jacques Coeur devient colossale, et à partir de 43, il construit son fameux et magnifique hôtel à Bourges, qu'il a voulu être le plus bel hôtel du royaume. Alors effectivement, il est très très beau, et on voit la modestie du personnage à travers son écusson, qui est en fait un rébus de son nom, puisqu'il y a les coquilles Saint-Jacques et les cœurs. Sa formule, à vaillant cœur, rien d'impossible. Il se fait sculpter sur une fausse fenêtre, donc on sent un ego légèrement hypertrophié. Jacques Coeur est aussi chargé de missions diplomatiques. Il fait des missions diplomatiques entre le sultan d'Alexandrie et les Vénitiens, et à chaque fois, ça lui permet de rencontrer des gens et de toucher différents avantages, de se faire bien voir de tout le monde, de rendre des services, et il est surtout chargé par le roi de mettre fin au grand schisme d'Occident, à l'époque des 2, puis 3, puis 2 papes. Le concile de Constance, enfin, il y avait un conflit, c'est les derniers soubresauts de l'Église catholique avant la contre-réforme, il y avait un conflit entre est-ce que le pape était le représentant de Dieu sur terre, ou est-ce que c'était le concile qui était représentant des chrétiens sur terre. Et donc il y avait un conflit entre la papauté et le concile des évêques, le concile étant installé à Constance, ayant voté pour un pape qui s'était installé à Bâle, en Suisse, et puis il y avait un autre pape à Rome qui lui représentait l'histoire et la tradition. Il a fallu trancher entre les deux, parce qu'évidemment les principautés allemandes, comme l'Angleterre, comme la France, voulait sortir de la période où c'était le christianisme qui dirigeait tout. C'est ce qu'on a appelé en France le gallicanisme. Donc sortir de l'obligation de passer par l'Église pour la nomination des évêques, pour la gestion de l'Église, etc. Alors Jacques Coeur a été négocié avec le pape italien Nicolas V et le pape suisse Félix V pour faire démissionner l'un des deux, et surtout faire démissionner le Suisse, parce que la France avait choisi Nicolas V. Donc Félix V, on lui a donné un bon parachute doré. Il a eu un évêché extrêmement lucratif, plein d'honneurs. On a mis les formes pour qu'il ait un échec acceptable, et il a finalement accepté de renoncer à la papauté, si bien que Nicolas V est devenu le seul pape, et ça a été la fin des antipapes.
Alors Nicolas V a toujours été extrêmement reconnaissant à Jacques Coeur et lui a procuré une multitude d'avantages commerciaux et de différents droits, ce qui a permis aussi à Jacques Coeur de consolider sa position. Mais son audace et ses méthodes sans scrupules, pour s'enrichir toujours davantage, énervent et font des jaloux. Notamment Jean Jouvenel, l'archevêque de Reims, et le frère de Guillaume Jouvenel, qui était chancelier du royaume, s'élèvent en chaire pour parler d'une personne qui a partout ses facteurs, ses industries, qui s'enrichit en appauvrissant 1000 bons marchands, on imagine que les concurrents sont venus se plaindre, et prête à belle usure au roi, et vous savez que le prêt à usure était condamné par l'Église catholique. Mais Jacques Coeur garde le soutien du roi et surtout de sa belle maîtresse royale, Agnès Sorel, qui protège et qui a toujours protégé Jacques Coeur. En 1947, changement de cap radical, Jacques Coeur décide de transférer toutes ses activités à Marseille et quitter Montpellier. Il quitte le Languedoc et il s'installe à l'étranger. Parce qu'avant 1481, la Provence appartenait au duc d'Anjou, le roi René, et ne faisait pas partie du royaume de France. Donc les taxes qu'on payait à Marseille, elles allaient dans la poche du roi René et elles n'allaient pas dans la poche de Charles VII. Donc fort des beaux services qu'il avait obtenus du pape, le droit d'avoir la nef absoute, mais non pas pour Montpellier, mais pour lui. Donc il pouvait désormais voyager à partir de n'importe quel port. Et évidemment, Marseille, avec la rade de Marseille en eau profonde, n'avait rien à voir avec le port de Latte qu'il fallait draguer tous les mois, qu'il fallait curer, qui coûtait un pognon de dingue, comme on dirait, à entretenir. Et Aigues-Mortes, c'était pareil, c'était des petits ports ensablés, envasés, où on pouvait pas faire rentrer les bateaux. Et puis en plus de ça, Aigues-Mortes et Latte étaient relativement loin du Rhône parce que les bateaux déchargeaient puis ça partait sur le Rhône pour remonter vers Lyon, la Saône et partir vers le nord de l'Europe. Donc je suis dans les temps. Et donc Marseille avait une multitude d'avantages à la fois fiscaux et surtout techniques. Mais les taxes payées n'allait plus dans la poche du roi, ni dans la poche des Montpelliérains. Et puis, il a mis au chômage tout ce qu'il y avait à Montpellier sur le transport. Et c'était important. Il y avait les entrepôts, le siège. Il devait avoir plusieurs centaines de personnes qui travaillaient pour lui à Montpellier. Plus toutes les taxes qu'il versait aux différentes corporations montpelliéraines. Et Jacques Coeur allait par la suite s'apercevoir qu'on ne quitte pas impunément le Languedoc. En 1449, la guerre reprend avec les Anglais. Les Anglais, il y avait une trêve depuis 1444, et cette grève a été transgressée progressivement. Les Anglais ont repris des places fortes qu'ils n'auraient pas dû, qu'ils ont soulevé les Bretons contre la couronne, etc., etc. Finalement, le roi décide de reprendre les hostilités. Et comme il n'a pas d'argent, il demande à Jacques Coeur de payer. Jacques Coeur avance 200 000 écus d'or pour ce bon usage, donc paye la campagne. Et l'idée, c'est de reprendre la Normandie. Cette fois-ci, l'armée française est prête. Elle veut essuyer l'horrible souvenir d'Azincourt en 1415. Et cette fois-ci, elle est prête sur essentiellement deux choses. La création de ce qu'on a appelé les compagnies d'ordonnance par Charles VII, c'est-à-dire en fait une armée de métier, ou une armée payée tout le temps. Une armée de métier payée tout le temps. Pas des mercenaires suisses ou allemands qu'on embauche, ou écossais qu'on embauche juste pour l'occasion, mais des gens payés tout le temps. Les compagnies d'ordonnance est sélectionnées par le roi pour leur loyauté. Donc pas des gens qui vont passer du côté des Anglais dès que ça ira mal côté français, etc., etc. Et puis la deuxième révolution, c'est les frères Bureau. Jacques et Gaspard Bureau, qui sont membres du concert du roi, qui sont des petits bourgeois de rien du tout, mais des grands malins, qui ont pratiquement inventé l'artillerie, ou complètement réorganisé l'artillerie, et intégré l'artillerie dans les corps de bataille. Alors l'artillerie, il y a deux rôles de l'artillerie. Le premier, il est évident, comme on avait une guerre de place forte, les boulets cassaient les murs, et on n'était pas obligé d'envoyer les sapeurs avec les pioches pour casser le mur, sachant que les sapeurs, ils se faisaient tirer dessus par les tours, les tours des bastions. Et donc, on y allait de loin et on pouvait casser les murs sans risquer ses soldats. Et puis, les frères Bureau ont aussi intégré
l'artillerie, et notamment la petite artillerie, dans les corps de bataille. Et la dernière bataille de la guerre de 100 ans, la bataille de Castillon, a été gagnée par les arquebusiers tirant sur John Talbot et les Anglais. Alors attention, je fais un petit diverticule puisque j'ai un peu de temps. L'artillerie, c'est un métier très dangereux, parce que très souvent, le boulet partait pas, c'est le canon qui sautait. Et les frères Bureau sont les premiers à avoir fait fondre des canons dans leur ensemble. Préalablement, le canon, c'était des plaques de fer qui étaient tournées et après qui étaient encerclées, mais c'était du métal plié. Et là, il a fait fondre d'un seul bloc les canons. Alors, il fallait trouver un compromis entre le poids du canon, parce qu'il fallait 36 chevaux pour tirer une grosse bombarde, et le poids du canon et sa solidité. Et cet équilibre n'a pas toujours été bien trouvé, si bien que pour les artilleurs, c'était très 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 dangereux. Énormément d'artilleurs sont morts au début de l'artillerie. Et puis la poudre était pas toujours bien dosée. Bon, la poudre, c'était un mélange de soufre, de salpêtre et de charbon. Mais des fois ça sautait bien, des fois ça sautait pas bien, des fois la mèche n'allumait pas, on s'approchait pour voir, c'est là que ça pétait. Et donc le métier d'artilleur était un métier extrêmement technique, extrêmement spécialisé. D'ailleurs ça s'est prolongé dans toute la tradition française jusqu'au siècle dernier. Ça a fait la gloire de Napoléon, enfin de Bonaparte. Et c'est pour ça que les entreprises qui fabriquaient des canons les certifiaient. Donc il y avait une garantie que le canon pourrait marcher tant de temps. Et c'est pour ça qu'en général, on demandait à ce que les canons soient garantis 400 fois. Et c'est pour ça qu'on disait les 400 coups. Et donc faire les 400 coups, en fait, ça veut dire fonctionner comme un canon certifié sous Charles VII. Voilà, je reprends le fil de... Alors, les places normandes tombent les unes après les autres. En 3 mois, toute la Normandie, sauf Cherbourg, sont repris. Et le 10 novembre 1449, le roi entre majestueusement en vainqueur dans Rouen, suivi de Dunois et de Jacques Coeur, parce qu'on a fait défiler le financier avec. Alors, la campagne a d'autant mieux marché que Charles VII a interdit le pillage. Donc, pas de pillage, pas de viol. Et tous les prisonniers anglais avaient le choix soit de rester, soit de retourner chez eux. Et pour Cherbourg, les prisonniers sont repartis et ont demandé une rançon. Donc ça a été l'inverse, c'est les Français qui les ont payés pour qu'ils repartent. Mais le départ des soldats anglais, c'était difficile parce qu'ils avaient souvent des familles en Normandie. Ils avaient souvent des enfants. Et c'est là qu'ils sont aperçus qu'ils avaient aussi une famille en Angleterre. Donc beaucoup s'étaient remariés en douce, comme Charles Lindbergh, bien connu, qui avait une famille en Bavière et une autre aux États-Unis. Et donc le départ des Anglais a été souvent un drame cornélien, personnel pour eux. En début 1450, Agnès Sorel part rejoindre le roi en Normandie, mais hélas, elle meurt en couche. Et elle meurt si brutalement qu'on soupçonne un empoisonnement. Elle désigne Jacques Coeur comme un de ses 3 exécuteurs testamentaires, c'est dire à combien elle était confiante dans la probité de Jacques Coeur. Et Jacques Coeur perd avec la mort d'Agnès Sorel le plus solide soutien qu'il avait auprès du roi. Alors Agnès Sorel était probablement une fille extrêmement intelligente, au-delà d'être très très belle. Elle était probablement très intelligente et elle a eu, d'après les historiens sur Charles VII, une influence excellente, l'ouvrant à la sociabilité, parce que Charles VII était un introverti timide et comment dire, louvoyant, tout le temps louvoyant. D'ailleurs, il a laissé tomber Jeanne d'Arc, après il va laisser tomber Jacques Coeur, il a mis en disgrâce, sans plus s'en occuper des tas de gens. Et Agnès Sorel lui a peut-être appris à être humain. Mais il avait eu une enfance très malheureuse, et vous savez que quand on a une enfance malheureuse, après on nous pardonne tout. Coup de théâtre, en 1451, Jacques Coeur est arrêté en plein conseil du roi au château de Taillebourg. Il est accusé d'une seule chose, par Jeanne de Vendôme, Jeanne de Bourbon-Vendôme, c'est la cousine de la nouvelle maîtresse du roi
Antoinette de Mignolet, qui est la Brigitte Bardot de l'époque, hein, d'avoir empoisonné Agnès Sorel. Absurde. Mais il semblerait qu'il y ait d'autres malversations qu'on pourrait peut-être, après instruction, lui reprocher, dont le crime de lèse-majesté, ce qui veut dire insulte au roi, et ça veut dire peine de mort, et ça veut dire emprisonnement immédiat. Donc, dans le doute, Charles VII décide de l'interner, et il est placé en garde à vue. L'accusation se poursuit. Alors, l'accusation d'empoisonnement tombe tout de suite, et d'ailleurs, Jeanne de Vendôme est condamnée pour dénonciation calomnieuse, et elle est interdite à vie de cour. Plus le droit de fréquenter la cour. Et ce délai permet en réalité à l'instruction de se développer. Elle est menée par 20 commissaires nommés par le roi. Sur les 20 commissaires, il y en avait 14 qui venaient du Languedoc, enfin de Montpellier. Alors Jacques Coeur est, entre autres, mais voilà les principaux chefs d'accusation, d'avoir armé les Sarrasins, oui bien sûr, mais tout le monde, les Vénitiens, tout le monde a armé les Sarrasins, exporté des métaux et des monnaies en Orient et en Avignon, c'est-à-dire à l'extérieur. Alors là, oui, c'est vrai, ça c'est sûr. Et c'était interdit. Il y avait une pénurie monétaire, et d'où d'ailleurs la monnaie de mauvaise aloi. Et il était interdit d'exporter des monnaies. Mais en fait, bien entendu que les pays exportaient des monnaies, parce que quand on payait des rançons aux Anglais, on exportait de la monnaie. Donc tout le monde exportait. Enfin, je suis en train de faire l'avocat de Jacques Coeur. J'arrête là, je vous liste les critères. D'avoir embarqué de force des rameurs autres que des vagabonds, des condamnés ou des oiseux. Ça vient d'un de ses maîtres de galets qu'il avait à Montpellier avec qui il s'était disputé. D'avoir malhonnêtement géré les foires de Pézenas, de Montagnac et d'autres foires. D'avoir commis des excès et des irrégularités dans les fonctions de commissaire aux États du Languedoc. Bon, il faudrait préciser un peu. D'avoir été en même temps banquier du roi et trésorier. Alors ça, c'est intéressant parce que pour la première fois dans l'histoire, on voit que le conflit d'intérêts est un crime. Alors qu'aucun texte ne disait qu'on n'avait pas le droit d'être en même temps trésorier, c'est-à-dire acheteur, banquier, financier. Enfin, il était vendeur, acheteur et financier en même temps. Il faisait tout, quoi. Et d'avoir spéculé sur les monnaies, tout financier spécule sur les monnaies. Celui qui spécule pas sur la monnaie, il est plus financier. Alors, sur les 22 charges, il y en a 17 qui viennent des commissaires languedociens et 12 d'un certain Otto Castellani qu'on va retrouver, qui est un marchand de Florence, florentin, installé à Montpellier, d'abord à Toulouse puis à Montpellier, et qui cherche à rivaliser Jacques Coeur. Il a aussi des bateaux, il commerce et il veut commercer en France en utilisant la tradition, la puissance et tout son réseau italien. C'est quelqu'un qui va faire beaucoup de tort à Jacques Coeur, et comme vous savez, bien mal acquis ne profite jamais, c'est-à-dire celui il va essayer de récupérer ses châteaux et il va terminer en prison. Comme quoi, les accusateurs de Jacques Coeur n'étaient pas tous des enfants de cœur, si j'ose dire. Alors, il semblerait que la délocalisation de Montpellier a pesé très 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 lourd dans la révolte contre Jacques Coeur. Alors, vraisemblablement, le roi qui a laissé faire, il n'est pas intervenu. Il dit non, c'est une affaire de justice. Il dit la justice, vous savez, on n'a pas le droit de parler des affaires judiciaires, etc. Mais il semble qu'il avait des griefs, et notamment, il pouvait reprocher à Jacques Coeur d'avoir eu des contacts, et peut-être même de garder des contacts avec Louis XI. Enfin, le futur Louis XI, qu'on appelait le Dauphin, qui était le fils aîné de Charles VII, et le père et le fils se haïssaient. Louis XI avait fait partie de la praguerie avec d'autres ducs, des gens de la noblesse, pour renverser Charles VII, pour renverser son père. Il trouvait que son père devenait un peu vieux, il attendait, un peu comme l'autre Charles en Angleterre. Et donc il s'était révolté contre le roi l'a mis à la porte, lui a donné le Dauphiné, Chambéry, tu t'occupes de Chambéry, tu mets plus les pieds chez nous. Et il a commencé à fricoter avec les Bourguignons, avec les Habsbourg, et remonter des querelles contre Charles VII, qui se détestaient. Tout contact avec le Dauphin était strictement interdit en France. On l'a accusé d'avoir des accords secrets avec le pape et avec le royaume d'Aragon et aussi le royaume de Castille, où il avait des accords, je ne sais pas s'ils étaient secrets, et puis on l'a accusé d'avoir délocalisé, d'avoir quitté Montpellier pour Marseille, ça c'est sûr et certain. Mais il est probable aussi que le roi espérait récupérer au moins une partie de son immense fortune. Mais comme la pluie aux odeurs, quand on tue le créateur, la fortune elle s'épuise. Le procès, Jacques Coeur est soumis à la question, et après s'être révolté du traitement infâme qu'on lui a infligé, il décide de reconnaître tout ce qu'on voudra.
Il demande grâce au roi. Le 28 mai 1453, 2 ans après son incarcération, il est condamné à 600 000 livres d'amende, puis à la confiscation de tous ses biens et banni du royaume. Et banni du royaume, c'est-à-dire qu'il sera expulsé le jour où les 600 000 livres seront payés. Évidemment, il ne les a pas. En raison des services rendus et de l'intervention du pape, la peine de mort pour lèse-majesté est remise, mais il doit faire amende honorable en robe de bure avec une chandelle et demander au procureur du roi, Jean Dauvet, la grâce du roi. Donc il reste en prison au château de Poitiers, le célèbre château triangulaire décrit par les frères Limbourg dans les Richter du duc de Berry, château dont malheureusement aujourd'hui il ne reste qu'une tour. Et il est enfermé, mais dans la chambre du roi, qui a été renforcée pour l'occasion et gardée par les gardes de Guillaume de Chavannes, un de ses ennemis politiques. Surprise, surprise, après 3 ans de prison, en octobre 54, Jacques Coeur s'évade, probablement bénéficiant de complicité, il s'évade du château de Poitiers. Il court de couvent en couvent, parce que les couvents sont des places sûres, pour se réfugier à Beaucaire, au couvent des Cordeliers. Mais Castellani est à ses trousses et Castellani envoie ses spadassins depuis Montpellier, depuis Poitiers, pour tuer Jacques Coeur et le rattraper. D'autant plus que Jacques Coeur a probablement des choses à dire sur Castellani qui lui ferait pas plaisir, et Castellani a terminé en prison, c'est probablement pas pour rien. Jacques Coeur appelle au secours son ancien bras droit, qui est son premier capitaine des galets, qui est aussi son neveu parce qu'il a épousé sa nièce, Jean de Village, montpelliérain, et qui a fait souche dans le Gard. Et il arrive avec ses marins marseillais, et à coups de maillet et en perçant les murs, ils exfiltrent Jacques Coeur et l'envoient tout de suite à Rome, où il est accueilli par Nicolas V, le pape, mourant, mais qui répète que Jacques Coeur est innocent de toutes les charges qui pèsent contre lui, et demande à son successeur Calix III, de bien accueillir Jacques Coeur. Le nouveau pape Calix III maintient l'accueil de Jacques Coeur, mais lui propose de lancer une croisade. Parce que les Turcs viennent de prendre Constantinople, ils avancent dans les îles grecques et sur tout le territoire orthodoxe. Et il faut que la chrétienté lutte contre les Turcs, non plus contre les Arabes, mais contre les Turcs, beaucoup plus dangereux que les Arabes. Jacques Coeur part comme commandant de la croisade vers l'Orient, mais au cours d'un combat naval en fin 1456, devant l'île de Chios, il est blessé. Il est débarqué, mais son état s'aggrave. Il a le temps d'écrire à Charles VII pour lui demander que Charles VII s'occupe de ses enfants. Et il meurt, et on ne retrouvera jamais sa tombe. D'autres historiens disent qu'il a eu la dysenterie. Bon, évidemment, c'est moins glorieux, c'est moins romanesque. Restons sur l'histoire de la blessure au cours du combat naval. Et le rideau tombe sur un destin exceptionnel, inspirateur d'une multitude de récits et de biographies qui sont tous aussi élogieux les uns que les autres. Jacques Coeur clôt le Moyen-Âge et ouvre le pays à la Renaissance. Projetons-nous maintenant, si j'ai assez de temps, pour rencontrer son condisciple des temps modernes. Combien de temps tu veux? 10 minutes? 10 minutes, ouais. Oui, ça va ou pas? Oui. Oh, vous êtes gentil. Alors, Jacques Coeur, il est né en 1954 à Porto-Velo. Personne ne connaît Porto-Velo. Porto-Velo, c'est... C'est pas Jacques Coeur qui est né en... Ah. On a compris. En bobine. Non, mais après, on se chauffe et puis on finit par dire des bêtises. Et Carlos Ghosn, bien sûr, il naît à Porto-Velo. Porto-Velo, c'est en plein au milieu de l'Amérique latine. C'est aux confins de l'Amazone, à des milliers de kilomètres de Rio. Ses arrière-grands-parents, libanais maronites, ont fui le Liban au début du XXe siècle. Et son grand-père a monté des entreprises d'équipement d'aéroports, de vente de produits agricoles. Et donc, ils ont monté une petite colonie libanaise. Il faut savoir que le Brésil, aujourd'hui, c'est le pays où il y a le plus de Libanais. Il y a plus de 6 millions de Libanais au Brésil, et il y a moins de 6 millions de Libanais au Liban. La première diaspora libanaise, c'est au Brésil. Mais à l'âge de 2 ans,
la maman, trouvant probablement que Portobello et peut-être son mari n'était pas très marrant, part à Copacabana, à Rio. Et pour soigner le petit Carlos dont la santé est précaire, dit-elle. Et puis après, elle retourne au pays. Alors parce que ces Libanais, ils allaient chercher leurs épouses au Liban, pas au Brésil. Donc il y avait des agences, comme ont les Chinois aussi. Donc le papa, il est allé chercher la maman de Carlos Ghosn au Liban, à Beyrouth. Donc elle avait un peu le mal du pays, et elle est retournée à Beyrouth en 62, donc 6 ans après la naissance, quand Carlos avait 6 ans. Elle le met chez les jésuites, ce sont des chrétiens maronites, et le collège Saint-Joseph de Beyrouth, très très connu, très très brillant. Tant d'hommes célèbres libanais viennent de ce collège-là. Et puis les scouts, et aux scouts, on l'appelle Fanfanfaron. C'est son totem de louveteau. Alors en 70, il part en France il a eu le bac au Liban, il part en prépa au collège Stanislas. 2 ans plus tard, il intègre Polytechnique. Et à la sortie de Polytechnique, il n'est pas bien classé, contrairement à ce qu'il raconte. Il n'a pas le corps des mines, donc il rentre à l'école des mines, mais en civil. C'est ceux qui sont tête de classement, qui sont pas dans le corps. À la sortie de l'école des mines, il choisit Michelin. C'est comme on disait à l'époque, on cherche pas du travail, on choisit une entreprise, c'est pas pareil. Alors, il choisit Michelin parce qu'il se dit Michelin, c'est du caoutchouc, le Brésil, c'est du caoutchouc, avec Michelin, je vais être nommé au Brésil. Et alors, il a attendu 7 ans pour ça. Il est d'abord directeur de l'usine du Puy-en-Velay, Grisant, puis directeur de la recherche sur les pneus agricoles à Clermont-Ferrand. Puis il part au Brésil comme responsable des opérations en Amérique du Sud. Et en 89, il est nommé PDG de Michelin États-Unis, et notamment de l'intégration du nid royal dans Michelin. À chaque fois, il restructure, il ferme des usines, il restaure la compétitivité. Visiblement, il apporte un courant d'air frais, voire glacial, dans le management de Michelin, mais les comptes sont toujours meilleurs après Carlos qu'avant. En 96, il rentre chez Renault. Louis Schweitzer le fait venir, il s'était arrangé avec François Michelin pour l'exfiltrer de chez Michelin. Et il est nommé directeur général adjoint, chargé, alors entre autres du Mercosur, parce qu'on savait que ça lui faisait plaisir, de l'ingénierie, de la production et des achats. À l'époque, Renault est déficitaire, c'est une catastrophe. Et en s'occupant de l'ingénierie, de la production et des achats, Carlos Ghosn met en place un programme draconien de réduction des coûts et d'élargissement de la gamme de véhicules. Et Renault passe de 6 milliards de déficit en 93 à 5 milliards de bénéfices en 97. Et c'est Carlos Ghosn. Et il commence à acquérir sa réputation de manager glacial, incroyablement actif, imaginatif et sans état d'âme. Mais en 99, Renault rentre au capital de Nissan. Après 7 années de pertes successives, il n'y a qu'au Japon que ça existe, 7 années de pertes successives. En Europe, partout ailleurs, le PDG est viré au bout de 2. 7 années de pertes successives. Nissan est totalement exsangue, au bord du gouffre, et pour la première fois de leur histoire, les Japonais imaginent que peut-être une de leurs entreprises pourrait disparaître. Alors, après avoir négocié avec Daimler, ils ont négocié avec des tas de constructeurs, mais Daimler a acheté l'éponge, tous les constructeurs ont acheté l'éponge, vu l'énormité du trou qu'avait laissé Nissan. Finalement, une alliance est créée avec Renault. Alors le terme alliance est trouvé par les Français, je pense les Japonais, pour pas froisser la moindre susceptibilité, surtout japonaise, mais en fait pour les Français il s'agit d'une prise de contrôle de Renault sur Nissan, et ils injectent 5 milliards d'euros, les Français, enfin Renault met 5 milliards d'euros dans Nissan, prend 36% du capital, il montera par la suite à 43%, et ils injectent aussi Carlos Ghosn comme chef des opérations. Et alors l'injection de Carlos Ghosn dans les comptes de Nissan va faire un malheur. Carlos Ghosn engage une violente opération d'assainissement budgétaire, comme il sait faire, qui vaudra à l'homme d'affaires le fameux surnom de Cost Killer. Il supprime 21 000 postes sur les 140 000. Il ferme 5 usines. Il vend toutes les participations chez les sous-traitants. Nissan avait 1400 filiales qui étaient en général des sous-traitants et avec lesquels il y avait des accords de prix. Donc c'était un anti-économique au possible. Il en garde 4, il en vend 1396.
ce qui va tout de suite faire rentrer de l'argent dans les caisses, et puis ça va permettre d'acheter beaucoup moins cher et de diversifier les sous-traitants. Il met fin aux pratiques de la promotion par l'ancienneté, il introduit la méritocratie, complètement révolutionnaire dans la tradition japonaise. Et en 2 ans, l'entreprise renoue avec les profits, en 2 ans, et en 5 ans, l'intégralité de la dette est remboursée. On voit les comptes, on voit le résultat d'exploitation en 5 ans, il explose, et la dette devient zéro, elle devient négative au bout de la 5e année. Carlos Ghosn est un faiseur de miracles. On l'arrête dans la rue pour qu'il signe des autographes. Les mangas illustrent son histoire. Il devient une icône du management moderne. Tous les bouquins de management à cette époque disaient le management selon Carlos Ghosn. Il signait tout, il faisait les préfaces de tous les bouquins des universitaires économistes pour montrer le management moderne. Je sais pas très bien comment il est, mais enfin bon, c'est une vraie idole. Il est nommé en 2001 PDG de Nissan, c'est en fait le poste qu'il occupait, mais il devient directeur général. En 2005, Louis Schweitzer prend sa retraite et ne trouvant personne, il confie aussi Renault à Carlos Ghosn. Et Carlos Ghosn se retrouve dans une position inédite et jamais arrivée dans l'histoire d'être PDG de 2 entreprises différentes à 10 000 km de distance, l'une japonaise, l'autre française. Alors évidemment, elles ont des liens capitalistiques, mais pas énormes. Hein. Et puis, on va voir que ces liens capitalistiques créent de la complexité. Alors, en 2017, je cite cette anecdote, il réorganise, il quitte sa fonction de PDG de Nissan et il nomme un vrai directeur général qui était chez Nissan depuis très longtemps, un type qui parlait jamais, qu'on n'avait jamais vu, inodore, incolore, sans saveur, qui s'appelle Hiroto Saikawa. Et Hiroto Saikawa va être le Castellani, va être à Carlos Ghosn, ce que Castellani a été à Jacques Coeur. Alors il reste bien sûr président de l'Alliance, mais l'Alliance, à la demande de l'État français, a pour but d'absorber Nissan. Donc l'État français, toujours colbertiste, cocorico et cocardier, veut vraiment planter le drapeau français sur l'archipel nippon, et à travers l'Alliance étant le moyen diplomatique de leur faire accepter la soumission. Nissan, désormais en pleine forme, parce que Nissan a été bien restauré, n'a plus envie de son médecin. Et n'a plus besoin de prendre des médicaments. Et pour eux, et maintenant qu'ils vont bien, ils voient l'Alliance comme une humiliation nationale, d'autant plus que le nationalisme revient en force au Japon avec Shinzo Abe, et ils veulent cantonner le rôle de l'Alliance au minimum pour plaire aux Français. Mais en 2015, le 8 avril, coup de théâtre, l'État, Emmanuel Macron étant à la manœuvre, porte par surprise sa participation dans Renault de 15 à 20%, enfin 19,73. Et en passant de 15 à 20, grâce à la loi Florange qui donne des droits de vote doubles aux États pour protéger leur capital, ils dépassent les 33% de droits de vote et ils obtiennent une minorité de blocage dans le système Nissan. Les Japonais alors ils font ça pour, ils ont une confiance très limitée, enfin le ministère des Finances a une confiance, et l'agence des participations de l'État a une confiance très limitée dans Carlos Ghosn, dont les origines sont douteuses, et il n'est pas passé par les corps, il n'est pas français, il y a beaucoup de choses qui déplaisent, et l'État a peur qu'en fait ce soit les Japonais qui bouffent Renault, maintenant qu'ils vont bien et qu'ils pèsent presque le double, ils fabriquent beaucoup plus de voitures que Renault, et que finalement cette histoire d'alliance, ça se retourne contre les Français et qu'on perde notre fleuron national, Renault. Donc Macron monte ce coup-là. Les Japonais sont furieux, l'équilibre de l'agence est rompu, pour eux c'est une trahison, et ils le font savoir. Alors après de longues négociations, un accord bancal est trouvé que ces droits de vote double ne seront utilisés que dans les assemblées extraordinaires et pas ordinaires, et on met du sucre autour de la dragée au poivre, mais il va rester énormément d'aigreur chez les Japonais. Ils en avaient déjà avant. Hein. En 2018, Carlos Ghosn s'apprête à remplacer l'Alliance, l'Alliance étant un bidule compliqué, sans mission
vraiment définie, c'est pas une holding. Donc Carlos Ghosn veut remplacer l'alliance par une holding qui réellement puisse gérer les deux entreprises, Nissan et Renault. En fait, c'est Nissan plus Mitsubishi, c'est Renault plus Dacia et probablement aussi Fiat Chrysler avec avec lesquels les négociations sont très très avancées, et il est convenu que Fiat Chrysler rentre dans cette future alliance qui soit désormais une holding. Et Fiat met comme condition évidemment que ce soit une structure juridique qui tienne la route, donc une holding et pas une alliance gna gna gna. Et puis Fiat met comme condition que l'État sorte du capital de Renault, parce qu'il est échaudé par le coup de 2015. Fiat il dit on ne veut pas se retrouver avec un État qui fait n'importe quoi pour des raisons politiques et qui évidemment vont pas aller dans le sens de l'entreprise. Donc nous ne rentrons chez Renault que si l'État sort de chez Renault. Donc Carlos Ghosn est chargé de négocier avec l'agence des participations de l'État, Martin Vial à l'époque, le départ de l'État du capital de Renault. Alors l'État, dans ces conditions, ça l'arrange, parce que vendre 30%, enfin 20%, ouais, c'est pas tout à fait 20% parce que c'est des actions remboursables, etc. Enfin 15% du capital de Renault, ben, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses à une période où l'État est complètement endetté. Et alors finalement, ben, il y a un accord très compliqué qui est trouvé entre Renault et l'agence des participations de l'État pour que l'État sorte du capital de Renault et que pour Fiat puisse rentrer dans le capital de Renault. Et donc tout le monde s'arrange et on aura Fiat, Nissan, Renault, tous ensemble sous une holding. Mais les Japonais, ils voient ce montage comme une terrible menace, parce que cette fois plus, si Nissan ne sera pas majoritaire dans le groupement, parce que Fiat plus Renault, ça fera plus que Nissan. Et puis l'État se méfie énormément de Carlos Ghosn, français de très fraîche date, il a pris la nationalité française pour prendre la direction de Renault. Et puis ils pensent qu'ils vont perdre leur fleuron, que c'est les Japonais qui vont le prendre. Et donc le ministère des Finances est extrêmement ambigu sur ce sujet et oblige Carlos Ghosn à changer son langage aux différentes assemblées de Nissan. Quant aux Japonais, de toute façon, échaudés par 2015, pour eux les Français, c'est des gens qui veulent qui veulent du pouvoir et en plus des fonctionnaires. Stupéfaction, on arrive à la fin. Ça va ? Stupéfaction, le 19 novembre 2018, on s'en souvient tous, Carlos Ghosn est arrêté à l'aéroport de Tokyo, on lui prend son téléphone portable, il a en face de lui le procureur qui lui annonce la bonne nouvelle et il part tout de suite en prison dans sa petite cellule de 9 mètres carrés, pas chauffée, et avec toujours l'électricité. Il est accusé de sous-déclaration fiscale sur ses revenus et d'avoir préparer avec Nissan la possibilité d'avoir une retraite chapeau. Alors là encore, c'est comme s'il avait assassiné Agnès Sorel, empoisonné Agnès Sorel. On ne met pas en prison quelqu'un pour sous-déclaration fiscale. De même qu'on ne met pas en prison quelqu'un qui est accusé d'avoir assassiné Agnès Sorel, enfin dans les conditions qu'on a vues. Donc en fait, c'est uniquement pour gagner du temps, parce qu'il y a une instruction en cours beaucoup plus solide que la sous-déclaration fiscale qui touche sur presque rien au Japon. Donc l'accusation initiale permet à l'enquête de se poursuivre et elle débouche sur une multitude de griefs qui touchent à l'abus de biens, en gros à l'abus de biens social et plus précisément à la prise en charge par Nissan d'une multitude de dépenses qui sont liées à la vie privée de Carlos Ghosn. Alors, Carlos Ghosn a fait couvrir des pertes personnelles sur son petit portefeuille de titres par un milliardaire saoudien, il a compensé, mais qui a été après remboursé par Nissan. Ça, c'est un des gros points. Il y a eu un transfert de 5 millions de dollars vers un distributeur de voitures à Oman, mais qui aurait en fait servi à payer le yacht de Carlos Ghosn et à investir dans les activités du fils Ghosn. Par ailleurs, il est soupçonné d'avoir fait acheter par Nissan l'appartement de sa mère à Copacabana, une villa de luxe à Beyrouth dans laquelle il réside actuellement, et un duplex à Paris, rue Georges Mandel. Il aurait aussi employé sa sœur, même il paraît Rachida Dati, hein j'ai appris récemment, et puis il aurait en plus touché de l'argent de l'Alliance. Alors l'Alliance, il n'y avait pas beaucoup de définitions, de compétences juridiques bien définies, mais enfin il avait touché 8 millions d'euros non déclarés par l'Alliance.
car la relation de Carlos Ghosn avec l'argent ressemble à celle de Jacques Coeur. C'est tout pour moi, quoi. Et ils en veulent toujours plus, et ils ont énormément de mal à détecter la limite entre l'argent public, pour Jacques Coeur, ou l'argent social et le leur. Voilà. Ils ont du mal à voir. L'affaire est surmédiatisée dans le monde entier. Carlos Ghosn, dont la rémunération chez Renault avait déjà été critiquée par la presse, parce qu'il avait la plus haute rémunération du CAC 40, mais il expliquait que le patron de General Motors, qu'il aurait pu être, touchait le double de lui. Donc il avait la plus petite rémunération des directeurs automobiles. Il parlait jamais de celle de Nissan. Et il touchait 7 millions d'euros par an, alors que chez General Motors, je me souviens plus le nom du patron, enfin c'est de l'ordre de 20, quoi. Donc il avait l'impression d'être malmené, maltraité par les Français. Hein. Alors pour ne pas être en reste, alors le parquet financier français, pour pas montrer qu'il y a que les Japonais qui enquêtent, il ouvre une instruction judiciaire sur l'allocation du château de Versailles, en fait de Trianon, pour l'anniversaire des 60 ans de Carlos Ghosn. Il semblerait que la salle lui ait été offerte en échange du mécénat que faisait Renault au château de Versailles. Donc les Français, tout petits joueurs par rapport, mais enfin ils ont pas voulu être en reste, et donc les juges financiers s'y sont mis aussi. L'allocation de la salle serait de l'ordre de 50 000 euros. Donc les Français attaquent, le parquet financier attaque Carlos Ghosn pour un montant qui est de l'ordre de 50 000 euros. Les Japonais attaquent Carlos Ghosn pour un montant qui est de l'ordre de 50 millions d'euros. C'est 1 à 1000. Renault décide de licencier, avec courage, Renault décide de licencier son PDG qui ne peut pas se rendre aux assemblées générales ni au conseil d'administration parce qu'il est en prison à Tokyo. Et puis, ils lui suppriment la retraite chapeau parce qu'ils ont pensé que c'était pas bien les retraites chapeau. Donc là, Renault prend des décisions qui semblent beaucoup plus médiatiques que rationnelles. Quant au gouvernement français, bien embarrassé, il souligne la présomption d'innocence du bout des lèvres, saute sur sa chaise pour dire combien l'alliance Nissan-Renault lui est chère et doit être maintenue. Ils sentent bien que l'alliance est en train de se fragmenter et de partir en miettes. Charles VII n'aurait pas fait mieux. Comme quoi, les politiques, enfin, on est peut-être dans la salle, toujours attention, c'est pas ça, il faut pas leur demander de gérer des entreprises, c'est pas leur truc. Un an plus tard, Nissan a perdu 30% de sa valeur, Renault a perdu plus de 60%, Fiat va fusionner avec Peugeot, et l'alliance, rien n'indique que l'alliance va redevenir une réalité économique. Donc pour le moment, on est au milieu du gué. Mais, surprise, surprise, juste avant Noël, Carlos Ghosn vient de nous offrir un nouvel épisode de ses aventures étonnantes en s'évadant du Japon. Alors il s'est fait la malle, disent certains, et il était en liberté surveillée dans l'attente d'un futur procès à une date incertaine et au contenu incertain. Caché dans une malle après un voyage mystérieux mais rocambolesque en jet privé, il arrive à Beyrouth pour Noël, il y retrouve sa famille et probablement une partie de sa fortune. Il en profite pour organiser immédiatement une conférence pour se justifier, pour sauver son honneur. Conférence de presse reproduite en live par CNN, BBC et tous les médias français. Incroyable. Aucun homme politique n'aurait réussi à être en live sur ces chaînes-là. Dans une présentation truculente, parfois quadrilingue, parce qu'il parle arabe couramment, portugais couramment, anglais couramment, français couramment. Et il a fait sa conférence dans les 4 langues, parce qu'il y avait des journalistes de différents pays qu'il avait choisis. Et il se justifie des chefs d'accusation japonais sans vraiment convaincre, tant les arguties juridiques ou chiffrées sont opaques. Alors il a présenté des tableaux en disant « Vous voyez bien que c'est ma signature », personne n'y comprenait rien, évidemment. Il démontre, par contre, une énergie à se défendre hors du commun avec un talent communicatif méditerranéen digne d'un humoriste de scène. Et le voilà désormais fugitif international, recherché par Interpol, mais les Libanais l'admirent et semblent le protéger. Voilà les rues de Beyrouth, avec des grandes affiches « We are all Carlos Ghosn », comme si c'était une victime du terrorisme. Enfin, c'est peut-être une victime du terrorisme. Conclusion sommaire sans verdict, et on s'arrête là. Alors, vous voyez, le Capitole est proche de la roche tarpéienne. Deux destins si semblables, tous les deux sont issus de milieux modestes, mais initiés aux affaires.
Les deux sont de milieux de commerçants. Ils obtiennent une place centrale dans leur écosystème professionnel. Ils acquièrent une fortune colossale et le montrent. Ils finissent par susciter la jalousie et probablement quelques haines tenaces. Tous deux tombent dans le piège judiciaire monté par des proches qu'ils méprisent et dont ils font peu de cas. Otto Castellani ou Hiroto Seikawa, il n'est jamais bon de mépriser les gens. En général, ils se vengent. Ils vont en prison à l'isolement tous les deux. Ils sont lâchés par leur prince alors qu'ils se croyaient en cour, tous les deux. Ils perdent une grande partie de leurs biens. Ça, on ne le sait pas très bien, mais on pense. Et ils s'évadent tous les deux de façon romanesque et rejoignent l'Orient avec l'aide de leur puissant réseau et soutien. Et tous les deux en Orient. Alors, je peux pas croire que ce soit comme ça. Je pense, en fait, c'est peut-être un scoop, je sais pas. Je pense que Carlos Ghosn a copié sur Jacques Coeur. Je peux pas croire que ce soit aussi semblable. Alors, attendez. Ils sont tous les deux attachés et fidèles à leur famille. Leur socle, c'est la famille. Une vision méditerranéenne des relations. Ils manifestent une ambition inassouvie. Ils possèdent une énergie hors du commun, une confiance en soi absolue, une audace sans borne. Alors Jacques Coeur était connu pour son audace, mais un culot, mais inimaginable. Ils développent des réseaux. Alors ils montent un hubris, no limits. Et ils développent des réseaux relationnels beaucoup plus larges que ceux des gens avec qui ils travaillent. Donc en permanence, ils connaissent beaucoup plus de gens que les gens avec qui ils parlent. Et ils voient l'argent comme le marqueur de leur réussite et ils se considèrent indispensables. Tous les deux ont innové. Jacques Coeur dans le commerce et la finance aux antipodes de la culture chrétienne médiévale. Il introduit l'économie du profit en remplacement de l'économie de la rente. Et il invente aussi en France le commerce international et interreligieux. Donc, pour la première fois, il n'y a plus de religion ni de politique dans les affaires. Carlos Ghosn, dans l'internationalisation absolue d'une entreprise publique française, pétrie de règles et de traditions sociales comme nationales, ça a fait un vrai courant d'air. Arriver à... Alors au début, les fonctionnaires français, moi je les connais bien, de la... ministère des Finances, des corps d'État, ils étaient flattés. Ils ont dit « on en a un dynamique, vous voyez bien, nous les fonctionnaires, on y arrive. » Bon, ça n'a qu'un temps. Les cultures de base reprennent le dessus. Carlos Ghosn, il vit dans son avion, sur tous les continents, il parle 7 langues, et finalement, il ne ressemble ni aux Japonais, ni aux Français. Et c'est probablement ça qu'on lui reproche. Ils ont tous les deux des faiblesses. Ils semblent inconscients du caractère transgressif de leur comportement. Bon, je crois qu'on est tous un peu comme ça, mais bon, là, ils se rendent pas compte. Ils sont tellement certains de leur valeur exceptionnelle qu'ils pensent que les règles ne s'appliquent pas pour eux. Ils présentent un caractère fortement autocentré et narcissique, diraient les psychiatres, les poussant à se mettre en scène. Ils s'affichent. Carlos Ghosn fait des fêtes dans son palais, il construit un... ça recommence. Je vois que vous suivez, ça me fait plaisir. Parce qu'à cette heure-ci, il y en aurait beaucoup qui auraient laissé passer le lapsus. Donc, Jacques Coeur s'est fait construire ce qu'il y avait de plus beau en France. Carlos Ghosn fête les 20 ans de l'Alliance au château de Versailles, et voici son yacht. Ils aiment le luxe, qui est le signe de leur réussite. Jacques Coeur ne comprend pas que son succès commercial et spéculatif puisse choquer ses contemporains attachés au juste prix et opposés à l'usure comme l'Église le pressent. Et il ne comprend pas non plus que ces prélèvements personnels sur l'impôt sont de la concussion, parce qu'il se dit, mais de toute façon, le royaume me doit beaucoup plus d'argent que je lui en prends. Donc quantitativement, mes petits prélèvements auprès des États du Languedoc, auprès du roi, mais c'est que dalle par rapport à ce qu'ils me doivent. Et ça, il se crée sa propre justification personnelle. Quant à Carlos Ghosn, il ne comprend pas que son multiculturalisme, qu'il voyait comme quelque chose de positif, transgresse les nationalismes japonais et même français, et puis il ne comprend pas que faire payer par Nissan des dépenses personnelles ou familiales de luxe soit de l'abus de bien social, puisqu'il a sauvé Nissan. Sans lui, Nissan n'aurait pas d'argent, n'existerait même plus. Donc pour lui, c'est que un prêté pour un rendu. Il considère qu'il a sauvé l'entreprise, et donc en fait qu'il en est propriétaire. Et c'est là où il se trompe. Ils n'ont pas compris que si on veut être visible, il faut être irréprochable. Et ils se croient irréprochables car leur narcissisme les aveugle. Et tous les deux n'ont pas vu venir leur chute.
malgré de nombreux signes et quelques mises en garde préalables, notamment Jacques Coeur. Il y a eu des mises en garde, et Jacques Coeur a été membre d'une commission d'enquête contre un ancien argentier ou intendant des finances du roi, qui, pareil, a suivi une chute en 3 mois et est mort et a terminé en prison. Après, Louis XI l'a libéré, là. Mais, et Jacques Coeur a été à l'instruction de ce procès, qui est une préparation du sien. Et il n'a pas vu que tout ce qu'il reprochait à ce gars-là, de Saint-Soin, puisse lui être reproché après plus tard. Il n'a rien vu venir. Alors, il nous reste 3 questions avant la fin. Que serait-il arrivé s'il n'avait pas été arrêté? On ne parlerait pas d'eux, probablement. Il n'y aurait même pas de conférence de communication à l'Académie des Hauts-Cantons. Ça serait dommage. Et donc, ils ont dû se féliciter de leur chute, qui a gravé leur destin, et l'a rendu romanesque. Et d'ailleurs, Carlos Ghosn a déjà signé avec Netflix un accord d'exclusivité pour le film de sa vie, qui pourrait être réalisé par Francis Ford Coppola, qui est un ami intime de Carlos Ghosn. Alors sur Jacques Coeur, on attend toujours le film, il n'y en a pas, donc moi j'imagine qu'il va y avoir une adaptation de la biographie romancée Un grand cœur de Jean-Christophe Ruffin. Je pense que il y a eu Rouge Brésil qui est sorti, qui est pas bon, mais je pense qu'Un grand cœur, ça sera bien en film. Alors, deuxième question, pourquoi Jacques Coeur est-il si sympathique et admiré, et pas Carlos Ghosn? Ça, c'est trop injuste. Alors que Carlos Ghosn, c'est du petit fretin. Voilà. Carlos Ghosn, c'est du petit fretin en termes de détournement par rapport à Jacques Coeur, hein, franchement. Alors, sans doute, car la période actuelle développe plus qu'autrefois la méfiance à l'égard des nantis et le rejet des élites. Leurs délits financiers potentiels sont aujourd'hui considérés comme impardonnables. Mais heureusement pour eux, la mort efface assez rapidement ces défauts cardinaux et laisse souvent place à un souvenir nostalgique, voire admiratif et bienveillant. On l'a observé chez quelques grands dirigeants politiques récents, dont je tairai le nom, bien entendu. Et puis en matière économique, un ancien suspect peut redevenir avec le temps un pionnier incompris, comme Rockefeller aux États-Unis ou Jérôme Kerviel, dans une bien moindre mesure, en France. Et puis bien sûr, la dernière question touche chacun d'entre nous. Quelle part de Jacques Coeur ou de Carlos Ghosn avons-nous? Mais n'est pas Prométhée qui veut. Et donc je vous remercie de votre aimable et patiente attention. Alors, avant d'applaudir, ça c'était le triomphe romain. Un général romain revenant de bataille, de victoire, était parfois autorisé du temps de la République, parfois à faire un triomphe. Et il avait tout son cortège et il montait vers le Capitole. Et c'est pour ça qu'on disait, attention, le Capitole est proche de la robe starpéienne où on pousse les gens condamnés. Et il y avait un esclave qui portait une couronne de laurier et qui répétait tout le temps « Cave des cadasses, cave des cadasses, prends garde de ne pas tomber, prends garde de ne pas tomber », parce qu'évidemment, le général romain risquait de se trouver génial et de prendre la place de la République. Et c'est ce qu'on a reproché à César, qui est mort pour ça. Et je voudrais juste vous montrer pourquoi j'ai fait cette conférence, parce que, en fait, Jacques Coeur est mon oncle au 14e degré. Et par l'intermédiaire de Jean de Village, qui est devenu seigneur de Fontarèche dans le Gard, qui a eu des petits villages, et qui ont eu des petits villages, puis qui a eu une fille qui a épousé Jacques de Vignolles, mais qui est partie en Allemagne parce qu'elle était huguenote, et Jacques de Vignolles est mort aux galères, et puis des Boileau, puis Top, et moi, et voilà. C'est mignon, hein, voilà. Truculent, il y a le don de la parole et du compte. Voilà, alors nous sommes attendus à 12h30, donc nous avons peut-être 10 minutes pour poser des questions, faire des remarques, des suggestions, des associations. Alors j'ai quand même noté qu'ils étaient tous les deux des fils de commerçants. Oui. Voilà, et alors puisque vous avez fait beaucoup de relations avec l'Antiquité,
n'oublions pas que le dieu de commerçants, Hermès, c'était aussi le dieu des voleurs. Hein. Ah oui, Donc, oui. Et le dieu des médecins aussi. Et le dieu des médecins, ouais. Voilà. Et a donné le nom à une célèbre marque de luxe huguenote et rigoureuse. Voilà. Bon, alors, y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Oui. Dans ce brillant exposé, il manque quelque chose sur la personnalité, cette recherche d'excellence de Carlos Ghosn. Pourquoi comme ça, il a voulu réussir à tout prix on peut le reprocher. Et son père, il est étrangement absent, son père. Étrangement. Il l'a vu pendant 2 ans, il n'en parle jamais. Il y a quelque chose pour les psychiatres chez Carlos Ghosn. C'est assez évident, quoi. Oui, ça paraît évident. C'est un truand, le père, c'est un truand, il a été condamné à mort. Le père? Oui. Ah, je savais pas. Enfin, c'est. Moi, j'ai lu dans le Nouvel Obs. J'ai lu dans le Nouvel Obs. Ah, ouais. Donc, j'ai pas lu leur portrait. Ouais, c'est possible, ça. Mais, donc, et alors, pour lui, le pire, c'est se retrouver en tôle. Et ah bon, j'ai fait tout ça pour rien. Le rôle. Ah ouais. Mais il en est sorti. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Ce qui est admirable, c'est qu'il en soit sorti, et puis qu'il ose encore prendre sa parole. Il est en tôle à Beyrouth. Il est en tôle, une tôle très dorée. Une tôle dorée, oui. Et ce qui moi m'interroge, c'est que penser de ces gens-là? Alors, pour Jacques Coeur, on a énormément d'informations, mais toujours à la méthode du Moyen-Âge, très factuelle. On a très peu de choses sur son caractère, sinon que les gens trouvaient qu'il avait du culot et de l'audace. Mais on a très peu de... Les analyses psychologiques sont venues à partir de Louis XIII, du XVIIe siècle. Donc on n'a que du factuel, le chroniqueur, bon, il y a beaucoup de choses, mais du factuel. Sur Carlos Ghosn, on a du partisan. Donc c'est très difficile de porter un jugement sur l'un comme sur l'autre. Moi j'ai le sentiment, bon, ces 2 personnages m'ont fasciné, vous l'avez senti, ils n'attirent pas ma sympathie, mais je me demande dans quelle mesure on n'a pas besoin de gens comme ça de temps en temps, quitte à les emprisonner après, hein. Mais on a besoin de gens qui cassent les lignes, qui vont au-delà des collines, qui prennent la mer, qui innovent, qui nous montrent des chemins nouveaux. Et donc peut-être que ces gens-là font intimement partie de la société, et donc peut-être leur pardonner quelques fautes. Oui, je n'y vois pas d'inconvénient. Voilà. Attends, une seconde. Jean-François, tu voulais intervenir. J'étais impressionné parce que, effectivement, tu as commencé ton exposé en parlant du thème de la chute. Oui. Alors, ça ne peut pas ne pas éveiller en moi quelques réminiscences théologiques. Parce que vous n'ignorez pas quand même que le mythe de la chute, par lequel commence la Bible, est un mythe fondateur. Et en quelque sorte, la condition humaine, parce que Adam, la pomme, tout ça, la vérité, Adam, il est chuté fondamentalement. Alors après, on a la théologie, à soit accentuer la chose en mettant le pied sur le péché, que ça, on voit ce que ça a pu donner, ou alors la théologie libérale qui a dit mais non, ça c'est la moralisation, etc. Il y a une continuité entre Dieu et l'homme, entre le bien absolu et l'homme. Or la chute, c'est que finalement, l'homme ne peut pas, s'il veut toucher la pomme du bien et du mal, il meurt, il tombe. Et donc, au fond, la condition humaine qui apparaît dans les premiers versets de la Bible, c'est l'homme chuté. L'homme tombé, il est tombé, de toute façon. Alors après, démerde-toi avec ça. Comment tu assumes le fait d'être un homme chuté par rapport au bien auquel tu aspires, par rapport au mal que tu veux éviter? C'est quand même fascinant. Fascinant. Et c'est une des explications qui est donnée au côté romanesque de ce type de personnage. Alors il y a une autre explication qui est encore plus triviale, c'est de dire que l'ascension puis la chute, c'est la vie. Voilà, c'est la jeunesse, on est beau, il n'y a rien, puis après c'est la vieillesse. Donc c'est quelque chose qui résonne peut-être dans notre inconscient, dans notre culture, dans notre historique culturel, aussi bien chez les Grecs que dans la Bible. Et ça, je n'avais pas noté parce que je m'étais focalisé sur Job, je me suis dit, Job, ça va pas parce qu'il est sauvé. Et donc, je voulais des gens qui soient pas sauvés. Alors, des gens qui ne soient pas sauvés, on va demander à André.
Le cœur, comme tu l'as très bien décrit, était devenu la banque centrale du Royaume de France, car il garantissait les autres banques grâce à une monnaie que lui avait de nouveau rendue fiduciaire. Grâce à lui, la pièce en argent faisait qu'on était en train de dire mais la fortune de la France, c'est moi qui l'ai créée, rien que par le fait que je donne une monnaie par laquelle le commerce peut reprendre. Vous me devez 10% du Royaume. Commission Je pense qu'il prenait la commission pour tout. Alors, ensuite... C'est tout. Non, j'ai vu des doigts se lever tout à l'heure, non? Bon, autrement dit, quoi, le capitalisme existait déjà pendant la royauté, sous la royauté. Évidemment, ouais. Hein? Mais le mot banque vient de l'italien, Oui. parce que c'était sur un banc que les gens échangeaient des monnaies. Les premières sociétés à action, la première société à action, c'est Amsterdam en 1500, alors c'est un tout petit peu après, en 1530 ou un truc comme ça pour payer les voyages aux épices. Et pour la première fois, ils se sont dit plutôt que d'emprunter de l'argent pour payer le voyage, parce que c'était exorbitant, hein, les voyages maritimes étaient exorbitants et très dangereux, mais plutôt que d'emprunter, vous allez prendre une part, comme quoi, si on revient, vous gagnez beaucoup plus, mais si on ne revient pas, on ne vous doit rien. Et donc, c'est comme ça que l'action a été inventée et on l'a commercée sur les ponts d'Amsterdam. Voilà, mais donc le capitalisme, oui, il est venu à cette époque-là. En gros, c'est les Italiens, c'est le commerce italien. D'accord. Alors, C'était vraiment bien. Bon, ben, un grand merci. Un grand merci. Un grand merci parce que